Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum avec le soutien financier de la Fondation HG et de Septéo. Bonjour à tous, je suis Mathilde et je suis super contente de vous retrouver pour un épisode des femmes digitales absolument atypiques. Vous entendez sa voix depuis des années. Si vous êtes dans l'écosystème numérique d'Occitanie, vous la connaissez sûrement. Elle fait des conférences, des formations, des accompagnements et elle passe même sur France Inter. Et surtout, elle œuvre au quotidien pour une société numérique éthique et équitable. Je reçois aujourd'hui Magali Germont, fondatrice de la société Lumière Conseil. Ce que je dois vous avouer avant de commencer, c'est que l'émission que vous écoutez, Les Femmes Digitales, c'est une idée qui est sortie de nos cerveaux à toutes les deux, Magali et moi-même, il y a maintenant plusieurs années. Et depuis, on n'a pas perdu un poil de motivation pour faire ces émissions. Mais Magali, elle a toujours été dans la posture de celle qui pose les questions. Et pourtant, elle a aussi une histoire à nous raconter. Alors aujourd'hui, je vous propose que l'on écoute cette histoire, son parcours, et qu'on se laisse guider par sa voix familière à nos oreilles. Bonjour Magali. Bonjour Mathilde. Alors aujourd'hui, tu te reposes un peu, c'est moi qui vais te poser les questions. Alors, est-ce que tu veux nous raconter ton parcours et en quoi tu es une femme digitale ? Alors, en quoi je suis une femme digitale ? Alors aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une data scientist. Alors, j'aime pas trop le mot, mais je suis experte en data science et particulièrement en éthique des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je travaille dans l'IA et aujourd'hui particulièrement en éthique. Donc, finalement, j'étais une femme tech, je vais le raconter, j'ai beaucoup travaillé dans la tech, j'ai développé des algorithmes, mais aujourd'hui, je suis plus sur la partie consulting et donc je vais plutôt apporter conseil auprès des entreprises. Ok, est-ce que tu veux nous raconter ton parcours ? Alors, mon parcours, il commence un petit peu au début. Alors, c'est vraiment contrairement à tout ce que je peux des fois dire à ce micro. Moi, j'ai un vrai parcours mathématique. Alors, je vais pas dire que j'ai pas fait des maths et que j'aimais pas ça, c'est pas vrai. J'étais au collège que j'étais très bonne en maths, ça me semblait très très évident. J'ai reçu une éducation un peu particulière où on m'a inspiré l'idée de devenir prof de maths. Je pense qu'elle n'est pas vraiment née de moi-même, mais c'était plutôt une éducation. On me disait, Magali, t'es bonne en maths, t'es une femme, et donc, l'enseignement, ce sera parfait. Comme ça, t'auras les vacances scolaires, tu pourras élever tes enfants et tout, et tout. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai 44 ans, bientôt 45. Donc, quand on parle de tout ça, on est en 95. Voilà, j'ai 15 ans, on est dans les années 90. Et c'est vrai que la mentalité, en tout cas, je pense aussi surtout de mon père, c'était de me protéger et de dire, en étant fonctionnaire, tu auras la sécurité de l'emploi. C'était un peu le mantra de l'époque. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai, sans me poser de questions, suivi un cursus mathématique, puisque j'ai fait DEUGMIA, c'est-à-dire un maths informatique appliqué aux sciences, puis une licence de maths, puis une maîtrise de maths, puis je suis allée en prépa agrég de maths pour devenir prof de maths. Voilà, et donc c'était un parcours un peu évident. Sauf qu'un beau jour, la réalité, c'est que je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est mathématique ou c'est autre chose qui t'intéresse dans le faire ? Et c'est là que le monde de la data et que le monde des statistiques est arrivé. On est en quelle année là ? Alors là, on est dans les années 2005, à peu près. Et puis après, donc, je suis rentrée en effet dans le monde de l'enseignement pour finalement rapidement en ressortir parce que mon oncle, qui était cardiologue à Marseille, m'a posé une question parce que faut savoir que tous les médecins doivent aussi contribuer dans les cliniques aux recherches fondamentales. Et pour sortir une publication médicale, il faut avoir une partie statistique. Et à ce moment-là, le service statistique est surchargé. Donc, il m'a posé une question de biostatistique. J'y ai passé 3 nuits blanches là-dessus et ça a été un révélateur.
Et là, du coup, j'ai dit, mais en fait, c'est pas des mathématiques que je veux faire. Je veux trouver une utilité aux mathématiques. Et donc, c'est comme ça que je travaillais. Et à côté, pendant 2 ans, j'ai validé un Master 2 de statistique et économétrie, qui était vraiment là, toute la partie. Alors, aujourd'hui, on parle d'IA. À l'époque, on parlait de data mining, de data science, de biostat, etc. Voilà. Et alors, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la suite, une fois que tu as passé ce master ? Une fois que j'ai passé ce master, donc je suis arrivée chez Pôle emploi. Et c'est vrai que moi, j'étais très naïve et très enthousiaste de mon nouveau diplôme. Et je pensais vraiment que les entreprises allaient m'accueillir les bras ouverts. Alors, j'ai envoyé plein de CV à tous les grands noms toulousains. J'ai eu énormément de retours extrêmement négatifs. On me disait, Magali, votre profil a l'air sympa, mais on voit pas du tout dans notre entreprise où est-ce qu'on pourrait vous caser. Pourtant, c'était pas si vieux que ça. Hein. Mais le mot statisticien, alors data scientist, ça n'existait pas encore. Hein. Mais le mot statisticien, on n'existait pas. Forcément, en entreprise, en tout cas pas appliqué. Où il fallait aller chercher des chargés d'études statistiques, mais c'était très, très spécifique. Et pour la petite anecdote, au Pôle emploi, quand je suis arrivée avec mon nouveau diplôme, on m'a dit, mais madame, votre métier n'existe pas. Moi, j'avais fait ma petite recherche, j'avais mes codes APE et mes codes ROM, donc je dis, mais si, ils existent. Donc, en donnant les codes, en effet... Ils t'ont trouvé ? Oui, il a trouvé les métiers. Ah ben oui, c'est la première fois que voilà, c'était vraiment pour eux incroyable. Mais j'ai quand même réussi à trouver finalement du boulot dans une entreprise d'enquête, ce qui semblait assez pertinent. C'était des enquêtes statistiques, mais c'était pas exactement ce que je voulais faire parce que moi je voulais faire de la biostat. Et puis ma première entreprise dans laquelle je suis restée 15 ans quand même, faisait de la biostatistique, mais pas que. Et c'est vrai que je suis rentrée dans cette case-là. Et finalement, j'ai fait très peu de biostat dans cette entreprise. Mais c'est ce qui m'avait motivée au départ pour faire partie de cette entreprise. Ok. Et aujourd'hui, donc ta situation professionnelle, c'est quoi ? Alors, la suite dans tout ça, donc, c'est que là, on est sur des métiers de chargé d'études statistiques. Ouais. Notre monde, en fait, c'est digitalisé. Transformation digitale des entreprises. J'ai été vraiment sur cette vague de digitalisation avec le big data. Et donc, toutes les formations associées au big data. Et c'est vrai que là, de suite, moi, ça m'a fait tilt. Le concept de la data, aller chercher mieux comprendre les modèles statistiques, pouvoir développer ces algorithmes. Je trouvais ça passionnant. Avec mon entreprise, on a poussé à ce que tous les collaborateurs et les collaboratrices soient certifiés big data et puis après data scientist. Et c'est comme ça que ça nous a ouvert les portes de, aujourd'hui, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis rentrée par la case tech. Oui. J'ai développé des algorithmes, mais j'étais pas une passionnée de code, ça je le dis souvent. Et du coup, après, c'est plutôt la partie management de data scientist et puis direction de projets d'intelligence artificielle qui m'ont vraiment, vraiment passionnée. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça avait des conséquences et que je rencontre mon ancien associé qui était dans l'éthique du numérique. Et donc là, ça a fait un énorme tilt dans ma tête parce que lui, il était vraiment spécialisé éthique du numérique. Et moi, l'idée, c'était de transposer ça à l'éthique de l'intelligence artificielle et qui est finalement le point de départ aujourd'hui de ma société et de mes fonctions. Ok, donc le positionnement de Lumière Conseil, c'est l'éthique de l'IA, donc. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus et surtout qu'on comprenne pourquoi c'est important ? Alors oui, c'est vrai que l'année dernière, 2024, ça a été une grosse année pour moi parce que j'ai créé une entreprise, j'ai créé un bébé en même temps. L'idée de créer Lumière Conseil, et puis écrit avec un IA, c'est avec cette notion de dire levons le voile sur l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on est data scientist, donc quand on a le parcours que j'ai et qu'on a fait des masters, du coup il y a plus de 15 ans, toutes ces notions de biais algorithmiques ou vraiment d'importance des tests au niveau des algorithmes, on les a vus, mais on les a vus pour valider des modèles, mais pas avec la dimension discrimination, biais, équité, etc. Ce qui fait qu'il y a un grand trou, en fait, dans la compétence des data scientists seniors de se dire, toute cette batterie de tests n'existe pas. Enfin, elles existent, mais on ne les a pas apprises. Donc là, ça m'a fait tilt et je me suis dit qu'il était important de pouvoir rajouter cette vision beaucoup plus éthique, de dire attention, en fait, la technologie a une conséquence
Et même la manière de développer du data scientist, ça a des conséquences directes sur l'utilisation finale et donc sur l'humain et les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Et c'est là que ces concepts de apporter un peu plus d'éthique, apporter un cadre aux développeurs, mais pas que, c'était le point de départ. Aujourd'hui, je parle de confiance parce que y a une réglementation européenne autour de l'IA de confiance. Donc c'est vrai que c'est mon positionnement et l'idée c'est justement de se dire on a besoin quand on est chef d'entreprise et qu'on intègre de l'intelligence artificielle, un projet d'IA, une solution d'IA ou une fonctionnalité qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle, on a besoin d'avoir un cadre méthodologique de gouvernance et un cadre de gouvernance de confiance pour pouvoir développer ces projets avec toutes les bases, que ce soit réglementaires, humaines, techniques, technologiques. En fait, c'est vraiment créer un socle de confiance. Oui, donc c'est pas parce qu'on est un expert de l'IA qu'on maîtrise aussi les volets éthiques, juridiques, etc. Ouais. Absolument pas. Non, mais alors moi en plus, je suis vraiment un cas particulier parce qu'en général, quand on aime les mathématiques, on n'est pas très à l'aise avec la partie articles de loi. C'est clair. C'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par les articles de loi, la réglementation. Bon, je suis une grande curieuse de plein de choses, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me sert parce que j'ai la connaissance technique, l'expérience des projets et des projets d'intelligence artificielle jusqu'à leur industrialisation avec tout ce qui est facile et tout ce qui ne l'est pas. Et puis, cette ouverture et cette prise de recul réglementaire et aujourd'hui, je rajoute numérique responsable parce que ça a aussi une conséquence, j'ai parlé des humains, mais ça a une conséquence sur la planète. Tu es un petit ovni. Est-ce que donc du coup, on peut dire que tu as inventé ton métier ? C'est aujourd'hui ton business, ta source de revenus en fait. Complètement. Écoute, j'ai mis sur LinkedIn il y a même pas un mois, consultante en IA de confiance. Ok. Donc oui. Il n'existe pas de diplôme qui nous permet d'être expert en IA de confiance. Mais maintenant, c'est plutôt l'histoire d'une vie et d'un parcours. Alors, la petite anecdote, c'est qu'en 2018, j'ai donné une conférence dans une université et ma conférence était donc là très orientée sur déjà les métiers du numérique, mais surtout la data, donc big data, data. Et c'était de présenter justement à des jeunes qui étaient en master pour leur raconter un petit peu mon parcours et puis dans quel environnement j'évoluais et puis c'était quoi un petit peu les suites aujourd'hui en entreprise du data mining et plus précisément du big data. Et j'avais une frise comme ça, une slide où il y avait les métiers d'hier, les métiers d'aujourd'hui et j'avais imaginé les métiers de demain. Okay. Et dans les métiers de demain, j'avais écrit expert IA. Et j'expliquais, vous allez voir, il est probable que dans quelques années, on ait des experts en intelligence artificielle. Bon, c'est possible, mais... Visionnaire. Mais attends, mais 2 ans après, le mot expert IA, c'est même un mot magique. C'est un peu pot pourri de plein de métiers ou de plein de compétences, plutôt, j'ai envie de dire. Tout le monde est expert IA aujourd'hui. Alors que ça n'existait pas. Ouais, c'est super de t'écouter. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui te connaissent et qui sont habitués à t'écouter à travers l'émission, mais qui aujourd'hui prennent un grand plaisir à te découvrir autrement. Alors, en plus d'avoir donc une activité professionnelle à ton compte et une vie familiale bien remplie, on l'a compris, il me semble que tu as aussi plein d'autres cordes à ton arc. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai que moi je suis multimétier, mais parce que j'ai été passionnée de la vie très très jeune. À 14 ans, 15 ans, je commençais déjà à faire du bénévolat dans des associations. Donc j'ai fait tous les petits boulots possibles et inimaginables. Et c'est vrai que je pense que ce qui me caractérise, c'est que quand on m'offre une opportunité, je la saisis. Pas que je la prends comme un défi, mais je me dis toujours, et ça c'est peut-être un côté un peu spirituel, c'est si j'ai cette opportunité, si c'est sur mon chemin de vie, c'est que ça a du sens, et donc c'est que je dois l'attraper au vol.
Et c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée, en effet, en plus de mes études, à m'intéresser énormément à tout ce qui était bien-être. Et puis surtout, ça c'est pareil, c'est historique, parce que ma grand-mère était un peu là-dedans aussi, tout ce qui est spiritualité, yoga, pilates, méditation. Et donc, j'ai validé des diplômes et des certifications. Et aujourd'hui, en plus de mon entreprise, j'enseigne le yoga, le pilate, la méditation. J'ai aussi des séjours à l'étranger, entre autres avec les dauphins, parce que justement, pareil, je cherche des moments bulles où on peut pratiquer yoga, pilate, méditation sur un bateau au large, en étant coupé du monde digital et en revenant à soi. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment des aspirations qui sont importantes pour moi, qui font partie de moi. Et en termes de bénévolat, donc, tu as un mandat chez Digital 113, mais tu as aussi un mandat chez Numéum. Alors là, c'est pareil, parce que déjà, chez Digital 113, l'idée d'origine, alors c'est vrai que dans mon parcours, à un moment donné, on m'avait proposé, mon ancienne entreprise, de développer l'image de l'entreprise. Et j'avais trouvé le côté cluster. Alors moi, cluster Digital 113, je trouve ça génial de s'intégrer dans un collectif. Mais pour l'instant, c'était juste au départ m'intégrer et puis basta. Très rapidement, on m'a proposé de me présenter au conseil d'administration. J'en parle parce que je me sentais absolument pas légitime, mais je l'ai fait. Et en me disant, mais pourquoi on me propose ça ? Bon, je me suis présentée, j'ai été élue, j'ai été surprise. Je me suis demandé si j'avais été élue uniquement parce que j'étais une femme. On se pose toutes ces questions, mais moi, je le dis très ouvertement. Aujourd'hui, je me rends compte que non, que j'avais quand même peut-être des choses à apporter au cluster. Et puis, dans la foulée, il s'est passé un peu la même chose. C'est qu'un beau jour, Numéum est venu me chercher, j'allais dire à taper à ma porte, pour me proposer d'être femme du numérique, donc déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Aujourd'hui, le programme a changé, il s'appelle Nova InTech, et donc d'être finalement la représentante de la mixité. Ça signifie un peu l'ambassadrice, animer des actions autour de la mixité, imaginer des événements pour encourager les femmes à s'orienter dans les carrières du numérique. Et c'est un peu pareil. Au début, je me sentais pas du tout légitime. Je me disais, mais pourquoi on me demande à moi ? Et puis, finalement, j'ai vu ça comme l'opportunité de créer des choses dans ce podcast. Yes. Alors, la question revient souvent dans cette émission en termes de mentor, en termes d'inspiration. Est-ce que toi, tu as eu une femme qui t'a inspirée pour poursuivre cette trajectoire ? Pas du tout. J'ai pas forcément été soutenue et accompagnée dans mes prises de risques professionnelles par ma famille. D'accord. Qui, au contraire, aujourd'hui encore, se sentent toujours paniqués. Là, l'année dernière, j'ai créé ma propre entreprise solo. Juste avant, j'étais associée d'une entreprise. C'est la panique pour ma famille. Ouais, d'accord. Alors, ma famille, je parle de mes parents. Par contre, c'est vrai que je suis très soutenue par mon compagnon, sans qui j'aurais pas pu, en tout cas, assumer à la fois un bébé, une entreprise et toutes ces casquettes dont tu as parlé, plus toutes les missions, moi, que j'ai au sein de mon entreprise. D'accord. Alors, moi, je sais que tu as tout un tas d'anecdotes plus ou moins fun d'ailleurs à partager sur ton histoire professionnelle dans un univers qui est entouré d'hommes. Est-ce que tu as envie d'en partager une ou deux aujourd'hui avec les auditeurs ? Alors, je vais en partager parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à entendre et surtout avec toujours ce côté très optimiste, parce que c'est souvent ce qui me caractérise. Moi, je dis souvent, je suis une grande optimiste. Alors, souvent je pose la question, je vais faire les questions-réponses, c'est vrai, est-ce que tu étais entourée d'hommes, est-ce que tu as eu un souci en étant une femme, est-ce que tu t'es sentie en minorité, etc. Moi, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'aussi bien au niveau de mes études, c'était assez improbable, on était autant de garçons que de filles, mais parce que les études de maths. Oui, dans mes études de maths, mais les filles allaient toutes par contre quasiment vers l'enseignement. Donc c'est un peu dupé. Quand je suis rentrée dans ma première entreprise, c'est pareil. Finalement, mon premier patron, c'était important pour lui de recruter beaucoup de filles. Et donc, du coup, c'était un petit peu aussi sa marque. Donc, j'y étais entourée plutôt de beaucoup de femmes. Donc, j'ai jamais eu ce genre de soucis. Par contre, c'est plutôt après, quand le monde de l'IA est arrivé,
ça s'est énormément masculinisé. Les fonctions même tech, alors bon, on le sait, les développeurs, c'est très, très, très masculin. Et donc là, j'ai été souvent confrontée à être déjà un peu solitaire au milieu de beaucoup plus d'hommes, puis avec des prises de position, des remarques, des fois sexistes, des choses où il faut toujours prendre du recul et faire attention à ce qu'on va dire. C'est toujours plus difficile d'être une femme, même quand on est dans des postes ou en tout cas dans des comités exécutifs, etc. Il faut faire attention. Je trouve qu'il y a toujours ce regard de se dire, ça peut pas être simple, il faut dire les choses avec justesse, et si on le dit pas, on se fait rattraper toujours plus vite par une petite remarque ou un sous-entendu. Donc voilà. Après, dans ma carrière, j'ai connu des choses un peu violentes. Je pense entre autres à mon premier bébé. Donc j'ai 2 enfants. J'ai une première fille qui va avoir 10 ans et une deuxième là qui a 4 mois. Première, quand je suis tombée enceinte, c'était grosse surprise. Et en fait, j'avais un plan de carrière professionnelle en tant que sous-traitante dans une grande entreprise. Et ce plan de carrière que cette grande entreprise avait prévu pour moi, le fait que je tombe enceinte, c'est comme si tout s'écroulait. Alors que, évidemment, tout avait déjà été... Dès que je l'ai su, on a mis en place les choses pour un biseautage, etc. Eh bien non, il n'y a pas eu de biseau. On m'a dit, en 24 heures, Magali, vide ton bureau, tu remplis le carton et tu t'en vas. Ah oui, c'est violent. Ouais. Premier truc très, 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 très violent pour moi. Et j'avoue que il a fallu que je prenne du recul et que je le digère. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu me faire totalement quitter le monde du numérique. Mais bon, je me suis pas arrêtée là. Et deuxième anecdote, finalement, quand je suis tombée enceinte l'année dernière, c'est un peu pareil. Au début, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Mais t'es sûre ? Mais alors là, tu crées ton entreprise en même temps, tu devrais peut-être laisser en sommeil ton entreprise et puis la créer qu'une fois que t'auras accouché. » J'ai eu aussi plein de gens qui m'ont soutenue. Mais il y a toujours ce côté où on va mélanger le professionnel et le personnel quand on est une femme. En tout cas, les gens mélangent tout en disant « T'es sûre que tu vas y arriver ?» Eh ben oui. Je suis là, mon entreprise va bien et mon bébé aussi. Et c'est vrai qu'on ne pose pas cette question à des futurs papas. Non. Merci pour ces partages. Alors, tu vas pas y couper, Magali. Je vais te poser la question que tu poses à toutes les personnes que tu interviews. Est-ce que tu as réfléchi à un conseil que tu aimerais donner à des femmes de tous les âges qui aimeraient entrer dans le monde du numérique et qui peut-être se posent encore quelques questions ? Si je dois me tourner vers ma propre carrière, j'ai envie de dire toutes les opportunités. En fait, les questions à chaque fois que je me pose de légitimité, elles devraient plus. Alors que elles y sont encore. Mais même quand on m'a dit créer ton entreprise, je dis mais non, mais je vais jamais réussir à créer une entreprise toute seule. Si. Cette histoire de je ne vais pas réussir, je ne suis pas légitime, faut arrêter. Et je pense que s'il y a une opportunité, il faut la saisir. C'est pas du tout qu'elle passe par là par hasard. C'est, je crois profondément que on a vraiment des lignes de vie professionnelles, nous les femmes. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est justement s'attarder à chaque opportunité et se poser trop de questions. Donc arrêtons de nous poser des questions et allons-y. Et soyons certaines que nous avons les compétences. Et on a les compétences techniques. Et je le dis parce que c'est un peu facile de penser aussi que les femmes seront toujours sur des fonctions support ou sur s'il n'y a pas de technique, c'est bon, c'est une opportunité pour les femmes. Non, on a les compétences techniques, on a le savoir, on a tout ce qu'il faut pour réussir dans le monde du numérique, dans le monde de la tech, dans le monde de l'intelligence artificielle. Et au contraire, compléter la vision masculine par cette vision féminine, déjà dans les équipes tech, mais dans les comités de direction, même à la tête des entreprises. C'est super inspirant ce que tu nous racontes. On arrive à la fin de l'émission. Alors, le traditionnel mantra, le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Merci Magali, quelle source de motivation. Au-delà de l'alignement parfait entre tes idées, tes valeurs et ton travail, tu arrives à nous amener à nous questionner sur le sujet de l'éthique et de la mixité d'une merveilleuse façon, celle tournée vers les hommes avec un grand
H. Tes multiples activités sont la preuve qu'on ne doit se mettre aucune limite et qu'on peut créer une entreprise, avoir un bébé, des engagements bénévoles très preneurs et même une deuxième activité professionnelle liée à sa passion, le tout en étant complètement aligné et épanoui. Tu es vraiment un exemple pour nombreuses d'entre nous et je me mets dans le lot. Je te remercie encore une fois pour toute l'énergie que tu déploies sur les projets Mixité, avec ou sans Digital 113 d'ailleurs, mais aussi pour ce bon moment que l'on vient de partager avec nos auditeurs. À tous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Femmes Digitales. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.